Bienvenue sur Savoir en éveil, le podcast qui explore les multiples facettes de l'éducation sous la houlette de votre serviteur, Maître Guillaume. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes, des conseils éducatifs précieux et des réflexions inspirantes sur l'art d'enseigner et d'élever. Bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Savoir en éveil. Prenez le temps de vous faire un café, montez le son si vous êtes en train de faire la cuisine ou le ménage, et bonne séance si vous êtes en train de faire votre footing ou votre sport. Aujourd'hui, nouveau concept que j'ai décidé d'appeler « Éduquer votre enfant à la manière de ». Donc ça va être une mini-série, on va voir quelques auteurs, certains liés au monde de l'éducation, d'autres non, mais qui parlent quand même d'éducation et de comment éduquer ses enfants. Soit ils vont parler de leurs exemples personnels de l'éducation qu'ils ont reçue, soit de ce qu'ils ont fait avec leurs enfants. Et pour ce premier épisode de cette mini-série, on va aborder un auteur qui s'appelle Jordan Peterson. Alors Jordan Peterson, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'est fait connaître notamment par la publication d'un livre qui s'appelle 12 règles pour une vie, qui a été publié en 2018 et traduit dans le monde entier. Pour le présenter rapidement, Jordan Peterson, c'est un docteur en psychologie. Il a été professeur à l'université d'Harvard et à l'université de Toronto. Donc c'est quand même pas rien. C'est pas n'importe qui dans le domaine de la psychologie et de la psychologie de l'enfant. Et c'est clairement pour ça que je veux vous parler aujourd'hui de son bouquin, des conseils qu'il donne dedans. Et d'ailleurs, je vous conseille très fortement de le prendre en audiobook ou d'aller le louer à la bibliothèque ou carrément de l'acheter. Mais l'honnêteté me pousse aussi à vous le signaler. Jordan Peterson, c'est aussi un mec qui a mal tourné, qui est devenu climato-sceptique, qui a une réputation sulfureuse aux États-Unis et au Canada, notamment sur les questions d'égalité des sexes et des questions de la transidentité. Ce n'est clairement pas le sujet de ce podcast, donc on ne va pas en discuter ici. Par contre, je tiens à ce que vous le sachiez quand même, savoir d'où il parle, mais à mon sens, ça ne remet pas en cause la qualité de ses conseils en termes d'éducation des enfants, parce qu'il a là-dessus, il a des qualités qui sont reconnues. Il est pertinent sur ces sujets, et moi, je ne suis pas du genre à me priver de conseils avisés, des conseils reconnus par quelqu'un, même si après, il a commencé et il a fini par mal tourner sur d'autres sujets, même si à côté, il a fini par dire des énormités. Donc ceci étant dit, et maintenant que vous en savez un peu plus sur cet auteur, eh bien, c'est parti. Alors, il va y avoir 2 épisodes sur le même thème, sur les conseils donnés par Jordan Peterson, parce que je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir sur chacun de ces conseils. Je pense qu'il faut les digérer, et je pense que c'est une bonne idée de couper cet épisode en 2, pour prendre le temps sur chacun des conseils. On va passer au sommaire de l'émission. La rubrique numéro 1, ça va être la première règle donnée par Jordan Peterson. Arrêtez de dire que ce n'est pas grave. La rubrique numéro 2, ça va être la deuxième règle de Jordan Peterson, donnée par Jordan Peterson. Déconstruire le mythe du bon sauvage. La rubrique numéro 3, on va parler du sondage de la semaine dernière. Et on va en lancer un nouveau. Eh bien, on attaque directement avec la rubrique numéro 1. Règle numéro 1, arrêtez de dire que ce n'est pas grave. Vous voyez sans doute à quoi je fais allusion. On s'imagine, vous êtes dans une salle d'attente, dans un train, dans un avion ou même au supermarché. Il y a des parents qui ont peut-être d'ailleurs les yeux rivés sur leur téléphone et leurs enfants commencent à être clairement insupportables. Ils râlent, ils pleurent, ils jettent des choses par terre. Tout le monde autour juge l'enfant, juge les parents. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va dire soit à voix haute, soit à voix basse, soit même dans sa tête « Ah ben, c'est pas grave, hein, c'est qu'un enfant ». Et peut-être même que c'est vous qui pensez ça maintenant, quand j'en parle. Si c'est ce que vous pensez, restez un peu plus sur le podcast. Je vais essayer de vous faire changer d'avis. Dans le cas que je viens de décrire, il y a 2 situations à bien distinguer. D'abord, l'enfant qui est fatigué. On l'a vu dans l'épisode 3. Un enfant fatigué, c'est un enfant qui a raté son cycle de sommeil. Il va s'énerver, il va se fatiguer, il va faire des bêtises. Et ça, on a vu que c'était normal. Mais il y a ensuite le deuxième cas, l'enfant qui va volontairement faire une crise, ou plutôt, qui va faire une crise, tester ses parents et être insupportable, non pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il a besoin d'attention. Et
le livre, la règle numéro 1 donnée par Peterson, parle de ce cas-là. Et cette règle parle de la capacité à dire non à son enfant. Alors, on va être honnête, c'est vrai que par moments, ça peut être très dur de dire non à son enfant. Mais déjà parce qu'il est mignon, c'est votre enfant, vous l'adorez, il est mignon. Il est encore en train de découvrir son environnement, il a des comportements qui sont un peu innocents, des bêtises qui sont un peu... Enfin, qui sont mignonnes. Clairement, ça me fait la même chose en maternelle. Au début, en maternelle, j'étais là mais en me disant, mais enfin, c'est tellement mignon comme bêtise, comment je peux intervenir? Sauf que si, il faut savoir dire non, et on va voir pourquoi maintenant. Pour le dire simplement, les enfants sont en train de construire leur cadre de vie, leurs règles. Ils sont en train de normer leur comportement. Donc ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'un système de règles pour grandir en toute sérénité. Ça veut dire que le non est structurant, il est rassurant et permet à l'enfant d'évoluer librement dans le cadre qui lui est donné. Je vais le dire d'une autre manière, une absence de non, c'est le chaos dans la tête d'un enfant. Et ça, c'est quelque chose que je vous ai dit plusieurs fois. Je vous assure que je vois clairement la différence dès la maternelle entre les enfants qui ont un cadre à la maison et ceux qui n'ont aucun cadre. C'est incroyable comme c'est perceptible immédiatement. Et pardon d'être un peu direct, pour le coup, c'est clairement la différence entre un enfant bien élevé et un enfant mal élevé. Et on va voir un exemple que nous donne Peterson dans son livre. Donc dans son livre, il parle d'une situation qu'il a vécue avec sa femme. Pour poser rapidement le contexte, il gardait l'enfant d'un couple de voisins le temps d'une journée et ce gamin était parfaitement infect. Là, je vais vous dire comment la mère décrivait son propre enfant. Il refuse de manger ce qui est servi, il fait de très grosses colères, il est dans le conflit permanent. Et elle conclut par un « bon, c'est pas très grave ». Au passage, la mère parle de son enfant qui a 4 ans. Elle ne parle pas d'un ado qui est dans le conflit, qui est en train de se construire, qui a ses hormones qui le travaillent, etc., etc. On parle d'un enfant de 4 ans. Et la mère, comme je vous l'ai dit, conclut par un « c'est pas grave » avant de partir et de laisser cet enfant à la famille Peterson. Et on va voir justement que c'est grave, mais plus important, on va voir que ce n'est pas irréversible. Donc vient le moment du repas, et en effet, là, le gamin est affreux. Il refuse de manger la nourriture préparée, il garde la bouche fermée quand la femme de Peterson approche la cuillère, il tourne la tête dans le sens opposé, bref, il se comporte comme un enfant de 2 ans à qui personne n'a appris à manger. Sauf que ce coup-là, cet enfant est tombé sur plus fort que lui. L'épouse de Peterson n'a pas lâché l'affaire. En fait, elle ne s'est pas dit « ce n'est pas grave ». Et au contraire, elle est restée avec lui, avec la cuillère dans la main, et elle a continué sans cesse à essayer de le faire manger. Elle n'a pas cédé aux caprices de l'enfant. Elle s'est dit que c'était grave, et elle a réussi. Alors par contre, et ça c'est important de le souligner, à chaque fois qu'il prenait une cuillère, à chaque fois qu'il mangeait une cuillère, elle le félicitait sincèrement. Alors, avec des mots chaleureux, avec une caresse dans les cheveux. Et quand le garçon a fini son bol, là, c'était un déluge de compliments. Elle lui a dit mais c'est trop bien, mais regarde, t'as fini, t'as bien mangé, bravo. Enfin, je sais pas si elle a dit bravo champion, mais vous voyez l'idée. Elle était ferme dans sa manière de lui imposer les règles, mais quand il se pliait aux règles, en fait, elle le félicitait parce qu'il avait le bon comportement. Et cette situation dont je parle n'a duré que 10 minutes. Il a fallu 10 minutes à la femme de Peterson pour réussir à faire manger cet enfant. Donc 10 minutes, vous savez que ça peut être très très long quand on est en conflit, notamment en conflit avec son enfant qui n'écoute plus rien, mais c'est vous l'adulte. Pour l'enfant, c'est beaucoup plus long que pour vous, ça soyez-en sûrs. C'est vous l'adulte et vous ne pouvez pas perdre. Et alors, croyez-le ou non, le reste de la journée, nous dit Peterson, c'est tellement bien passé. L'enfant, il était accroché tout le temps au basque de la femme de Peterson. Il la suivait, il voulait lui faire des câlins, des bisous. Il n'arrêtait pas de vouloir être dans ses bras. On va pas non plus parler de tout le livre, mais les parents, à la fin,
quand ils sont revenus chercher l'enfant, ils étaient honnêtement un peu vexés, un peu dégoûtés. Parce qu'ils se sont rendus compte que la mère de Peterson avait réussi à imposer des règles et un cadre à son enfant. Et que l'enfant ne voulait, il exagère peut-être un peu en disant ça, mais l'enfant ne voulait pas quitter la femme de Peterson pour rentrer chez lui. Et c'est normal parce qu'en fait, il avait un cadre là où chez lui, il n'y en avait pas. Alors, je sais que c'est un livre écrit par je crois qu'il est canadien, mais on va dire un Américain. Ça fait guérison miraculeuse, il y a un gros storytelling à l'américaine, mais clairement, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté en classe plus d'une fois. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour vous raconter ce qui s'est passé dans ma première classe, juste après mon concours. Donc, juste après mon concours pour être enseignant, je suis parti dans une très mauvaise direction avec mes élèves. Je me suis mis dans le pétrin avec mes élèves. Alors, pour remettre un peu de contexte, à l'époque, quand on passait le concours, les lauréats du concours avaient une année à mi-temps. Donc 2 semaines en classe devant des élèves, 2 semaines à la fac pour compléter sa formation. Et on était 2 lauréats du concours sur une classe. Ça veut dire que quand moi j'étais 2 semaines à la fac, mon binôme était 2 semaines devant la classe. Quand moi j'étais 2 semaines devant la classe, mon binôme était 2 semaines à la fac. Et au début, on s'est fait bouffer par les élèves. Alors, le pire, c'est qu'ils n'étaient pas méchants en soi. C'était une classe d'une vingtaine de CE1 dans une école, on va dire, de la banlieue toulousaine, de la périphérie toulousaine, dans un village à côté de Toulouse. Pas de gros problèmes en soi dans cette classe. Mais on ne savait pas comment gérer une classe, on ne l'avait jamais fait. On n'a pas été trop formé là-dessus. Donc, ça commençait à être le bazar en classe. Et au bout de quelques semaines, j'ai réalisé que le problème, c'était le cadre et donc ma capacité à dire non et à assumer devant mes élèves le non que je leur imposais. Et je m'en rappelle très bien parce que c'était juste... J'ai repris ma classe en main juste avant les vacances de Noël. J'ai un très très bon souvenir de ça. Et à partir de ce moment précis, tout a changé. J'ai posé un cadre beaucoup plus strict, les élèves se sont immédiatement adoucis, les journées étaient plus sereines et clairement, ils se sentaient beaucoup mieux. Ils travaillaient mieux, ils étaient plus apaisés dans leurs relations entre élèves et même les relations qu'ils avaient avec moi. C'était incroyable. Par contre, c'est quelque chose que n'a pas réussi à faire mon collègue sur ces semaines de classe. Il y avait 15 jours où les élèves étaient bien, ils étaient sereins avec moi, et 15 jours où ils savaient qu'ils n'avaient pas de cadre, et ils recommençaient à faire n'importe quoi. Alors, ils recommençaient à faire n'importe quoi. Dans la plupart des cas, un enfant qui fait n'importe quoi, c'est un enfant qui a besoin de cadre. C'est un enfant qui a besoin du regard de ses parents, du regard de son adulte référent. Et alors, c'est pas un appel à l'aide à proprement parler, mais c'est un appel à l'attention de l'adulte. Ça, c'est clair et net. Un enfant qui va être insupportable, c'est qu'il a besoin que l'adulte l'aide, que l'adulte le cadre. Et il n'y a pas eu ça avec mon binôme. Bon, je ne vais pas vous donner son nom et ce n'est pas un jugement de valeur que je porte contre mon binôme. Moi, il y a plein de choses qu'il faisait mieux que moi. Mais sur la gestion de classe, sur le cadre à poser, il n'a pas réussi à faire ce que j'ai fait. Peut-être qu'il n'en avait pas la capacité émotionnelle, j'en sais rien. Mais les élèves me disaient qu'ils préféraient quand c'était moi. Et il lui avait dit aussi. Et ça en tant qu'adulte, c'est affreux. C'est affreux de s'entendre dire « Ah ben non, moi je préfère quand c'est l'autre maître qui est là ». Donc vous l'avez compris, c'est clairement pas pour me jeter des fleurs que je dis ça, mais pour vous montrer, comme dans l'exemple de Peterson, que le fait de poser un cadre, le fait de dire non, ça fait du bien aux enfants. Et ils vous adorent pour ça. Si vous voulez le penser différemment, c'est un peu l'idée du tuteur et de la plante. Le tuteur, il ne bouge pas, il va toujours dans la même direction et il aide la plante à pousser correctement. Ben là, c'est la même chose. Donc, n'ayez pas peur de dire non à votre enfant. Considérez que chaque bêtise qu'il fait, chaque colère, c'est grave. Alors, pour vous, c'est peut-être pas forcément très grave, mais pour lui, c'est grave. Il est en train de se construire, il est en train de tester. Encore une fois, il demande l'attention et vos réactions vont l'aider à se construire. Donc, s'il n'y a pas de réaction à sa colère, ben, ça veut dire que c'est un comportement normal. Si quand il tape son frère, sa sœur ou son copain de classe et qu'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que la violence est un moyen de communication comme un autre. Même si on sait que quand on voit des enfants se battre, on se dit ça n'a pas trop de conséquences, plus tard ils arrêteront de faire ça. Sauf que
Plus tard, ils arrêteront de faire ça si dès maintenant, ils arrêtent de faire ça. Si dès maintenant, ils comprennent qu'il faut arrêter de faire ça. Et c'est un peu ce que nous dit Peterson dans cette première règle. Arrêtez de dire oh, c'est pas très important, c'est un enfant, c'est pas grave, c'est un enfant. Mais justement parce que c'est un enfant, c'est grave. C'est pas grave de la même manière, mais c'est grave parce que l'enfant est en train de se structurer, en train de se construire. Règle numéro 2, déconstruire le mythe du bon sauvage. Alors ici, on va prendre un peu de recul. On va parler d'autre chose que d'éducation, mais vous allez voir qu'on va quand même revenir sur les questions d'éducation. Et qui dit bon sauvage dit Rousseau. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler qui est Rousseau. Mais juste un petit rappel quand même, c'est l'auteur de l'Émile ou de l'éducation. Donc, un traité sur la manière d'éduquer un enfant. Et en même temps, c'est le mec qui ne s'est pas senti capable d'éduquer ses 5 enfants, je crois, et qu'il a préféré les déposer dans des orphelinats. Alors, il y a toute une discussion là-dessus. Il était probablement trop exigeant avec lui-même et avec la vision haute qu'il se faisait de l'éducation pour se sentir capable de la mettre en pratique avec ses propres enfants. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Tout ça pour dire que Rousseau, c'était également un fervent défenseur du mythe du bon sauvage. C'est-à-dire que pour lui, l'homme, par essence, naturellement, il est bon, pur, et que c'est son rapport à l'autre qui va le pervertir. Le contact avec la société, avec la civilisation, la vie dans la cité, va corrompre l'âme de l'homme. Alors l'homme, l'humain, hein. C'est pas l'homme le mâle, c'est l'homme, l'humain. Donc la cité va corrompre l'âme et l'esprit de l'homme. Pour le dire différemment, à l'état de nature ou à l'état sauvage, l'homme n'est pas capable de tous les vices qu'il a ou qu'il commet aujourd'hui, en termes de meurtre, d'agression, d'escroquerie, de guerre, etc., etc. Eh bien ça, Peterson, et ce n'est pas le premier à le faire, nous montre que Rousseau se trompe, en fait. Dans son ouvrage, Peterson vient nous montrer par plusieurs contre-exemples que c'est en fait plutôt le contraire. Que c'est plutôt la société qui va adoucir les mœurs de l'homme. Premier exemple, on va parler du règne animal. Chez les chimpanzés, qui ont un degré de sociabilisation bien inférieur au nôtre, ils sont capables de se tuer au sein d'une même espèce. Il y a des guerres tribales chez les chimpanzés. Ils sont capables de démembrer et de mettre en pièces leur ennemi. Enfin, ce qu'ils considèrent, ce que nous, on va appeler de manière anthropocentrée comme un ennemi. Alors qu'ils n'ont pas les mêmes règles ils n'ont pas de société à proprement parler comme nous, aussi sophistiquée, aussi évoluée que la nôtre. Donc à un degré de civilisation bien moindre, de sociabilisation bien moindre, il y a quand même la violence. Et ça, c'est très important. Rousseau nous dit qu'à l'état naturel, à l'état sauvage, il y a moins de violence et on est pur. Mais les animaux qui sont beaucoup plus sauvages que nous montrent que non. Mais en fait, on n'est pas pur au sens humain du terme, au sens moral, de la morale construite par l'homme du terme. Je ne sais pas si c'est français ça. On va prendre aussi l'exemple des dauphins. Les dauphins ont des comportements odieux selon nos critères. En termes de traitement de la femelle par le mâle, il y a des trucs horribles chez les dauphins qui pourtant ne sont pas sociabilisés comme nous. Donc ça a tendance à mettre en cause l'idée de Rousseau, selon laquelle le bon sauvage est perverti, est bon de nature, mais perverti par la société. On va constater la même chose chez les hommes. Les chasseurs-cueilleurs étaient bien plus violents que ce qu'on va appeler aujourd'hui les hommes civilisés ou urbanisés du XXIe siècle. Enfin, clairement. Et pour la faire courte, au contraire de ce que pense Rousseau, c'est bien l'organisation de la cité, c'est bien la civilisation qui va pacifier les comportements humains. Alors on peut parler, si vous voulez, un peu du contrat social. Le contrat social, c'est en gros, on vit en société, on met de côté nos instincts primaires, primitifs, en échange d'une protection de la société. En échange de services rendus par la société. La société va canaliser nos impulsions, va canaliser nos instincts
contrairement à ce que l'on faisait quand on était dans l'état de nature. Vous allez me dire, quel est le rapport avec l'éducation ? Le rapport avec l'éducation, c'est que les enfants ne sont pas plus bons ou plus mauvais que les autres êtres humains, et que les laisser de côté pour ne pas qu'ils soient contaminés par les vices de la société, je veux dire qu'il y en a qui croient en cette idée, c'est pas une solution, car les enfants ont aussi des instincts destructeurs. Ce sont des animaux sociaux comme leurs parents et ils ont besoin de contacts sociaux comme leurs parents. Donc, qui dit contact dit apprendre à réguler ces contacts, donc besoin d'éducation. Ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être stimulés pour s'intégrer correctement dans la société, qui est leur milieu de sociabilisation. Ça veut dire que l'éducation, contrairement à ce que pensait Rousseau, au lieu de rendre violent, va au contraire canaliser et apaiser les enfants, donc les hommes qui constituent la société de demain. Pour le dire encore différemment, si on laisse un enfant sans règles, on va laisser un enfant esclave de ses désirs, de ses instincts. Il ne va pas prendre en compte l'adversité, il ne va pas prendre en compte l'altérité, le fait qu'il y ait d'autres personnes qui aient besoin d'autres désirs. Et c'est à ce moment-là qu'on va en faire un enfant frustré, un enfant qui ne sera pas civilisé, alors là c'est un terme un peu vieillot, on est d'accord, mais qui ne sera pas capable de vivre dans la cité avec ses pairs ou avec des adultes. Et très clairement, ça pose la question du bien fondé de l'éducation positive. Moi, je trouve que ça la remet quand même profondément en cause, mais on ne va pas en parler dans cet épisode. Donc, si ça vous intéresse, on pourra en parler dans un épisode dédié, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'éducation positive, des choses positives et des choses que je trouve très négatives aussi. Mais donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. J'en ferai un épisode à part entière. Et on arrive à la fin de cette deuxième règle. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. On va maintenant passer au sondage de la semaine dernière et au sondage de cette semaine. Donc le sondage de la semaine dernière, la question était: combien de temps d'écran autorisez-vous à votre enfant par jour ? Quelle est la quantité, quelle est la durée du temps d'écran que vous lui autorisez ? Plus d'1 heure par semaine, moins d'1 heure par semaine, pas du tout de temps d'écran. 50% des réponses, ça veut dire une personne, parce que vous êtes encore un peu timide sur les sondages, ce qui est normal, c'était le premier. Donc 50% des réponses, c'est plus d'1 heure d'écran par semaine. 50% des réponses, c'était pas du tout d'écran par semaine. Et personne n'a répondu sur moins d'1 heure par semaine. C'est assez intéressant. Le plus d'1 heure par semaine, moi honnêtement, je considère que c'est beaucoup. Vous l'avez vu dans l'épisode numéro 3, c'est trop. Pour plein de raisons, sur l'attention, sur la capacité de concentration, sur la gestion de la frustration, sur le développement des circuits neuronaux. Je ne sais pas si cette personne a essayé de réduire le temps d'écran autorisé à son enfant. Si elle veut en parler en commentaire, qu'elle n'hésite pas. Franchement, n'hésitez pas, ou n'hésite pas, on va se tutoyer. N'hésite pas à nous dire si tu as réussi, si tu as essayé à diminuer ce temps d'écran. Et si c'est le cas, quels ont été les résultats ? Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que ça a été facile ? Et pour la personne qui a interdit les écrans à son enfant, est-ce que c'est une solution que tu vas garder dans l'avenir ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que ça a été un changement qui a été opéré ou est-ce que dès le départ, ton enfant n'a pas été confronté aux écrans ? N'hésite pas non plus à nous en parler dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de revenir quand même dessus. Cette semaine, le sondage va concerner l'autorité, vu que c'est le podcast, c'est le sujet de cette émission. Est-ce que vous vous sentez dépassé par les colères de votre enfant ou est-ce qu'au contraire, vous luttez et vous tenez bon ? Et n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi, comment ça se passe. Si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à me dire à quel moment vous vous êtes senti dépassé,
Qu'est-ce qui, à votre avis, fait que votre enfant vous dépasse et vous gagne contre vous dans ces phases de colère? Et pareil, si vous ne vous sentez pas dépassé, que faites-vous? Est-ce que vous luttez jusqu'au bout? Est-ce que c'est des questions de critères ou de tolérance à la colère de votre enfant? N'hésitez pas à m'en parler. Donc, je répète le sondage. Vous sentez-vous dépassé par les colères de votre enfant ou au contraire, est-ce que vous arrivez à les maîtriser, à canaliser votre enfant? Et en commentaire, n'hésitez pas à me mettre comment faites-vous ou qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire. Et on pourra en discuter la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, avant de véritablement terminer l'épisode d'aujourd'hui, la semaine prochaine, on va voir 2 autres points qui sont abordés par Jordan Peterson dans son livre, qui vont compléter les 2 premiers points. Mais là, on arrive à près d'une demi-heure d'épisode, ou peut-être même un peu plus. Moi, ça me plaît comme format, pas plus d'une demi-heure. Comme ça vous laisse le temps de faire autre chose aussi de votre matinée, de votre soirée ou de votre pause du midi. Et on analysera les résultats de votre sondage. Donc ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura été utile, que vous allez essayer de mettre en place des techniques pour dire non à votre enfant, pour imposer votre autorité à votre enfant. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à mettre 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute ou d'écoute. Partagez-le s'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à me poser toutes les questions que vous avez. Je les lirai avec plaisir et j'y répondrai soit dans la prochaine émission, soit directement dans la section commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.